Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la Journée mondiale du conte. Le thème de cette année, c'est eau profonde. Il y en a qui ont composé selon le thème, puis c'est correct, on prend les autres compteurs aussi. Fait que ce soir, on a 7 compteurs. J'aimerais, pour commencer, premièrement, ceux qui ont des cellulaires, s'il vous plaît, si vous pourriez le mettre sur vibration. C'est pas que je veux arrêter la communication, mais rien de pire que quand tu comptes, puis là, tu entends pip, 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 puis là, tu perds le fil, puis... Fait que ça, j'aimerais remercier ceux qui nous appuient. Bon, le Centre francophone ontarien de folklore, le Café Joyeux pour nous recevoir, ils sont toujours partants. Il y a des compteurs qui comptent, il y a eu des donateurs anonymes, puis TVC 22. Je veux dire, ils viennent, là, mais notre émission est en direct, puis vous pouvez le retrouver un petit peu plus tard sur YouTube. Vous allez YouTube TVC 22, puis vous allez voir la Journée mondiale du conte 2025. En passant, on a du monde en ligne, fait que je salue les gens de Gatineau. Je pense que ma chérie devrait être là. Si elle n'est pas trop occupée avec sa chatte princesse. Je suis en compétition avec. Bon, les cellulaires, c'est ça. Le Cercle des conteurs et conteuses de l'Est Ontario, OK, j'aimerais préciser que c'est le seul cercle francophone ontarien, OK? Fait que, ouais, des fois, on va ailleurs, puis il y en a qui vont être bilingues, mais ça va être des bilingues de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, fait que c'est bilingue. On n'a pas de fonds, on n'est pas incorporé, on n'a pas de subvention, on vit de dons. Les dons, comment on les a? Ben, des fois, je fais de la danse à claquette, puis il y en a un qui dit, tiens, je vais te donner un petit montant. Ou il y a des compteurs qui viennent compter gratuitement. Cette année, j'ai eu un petit montant là, pour payer notre gaz, ceux qui se déplacent de loin, du Centre francophone ontarien. TVC 22, ils viennent, puis ils chargent vraiment pas cher. Mais on passe le chapeau. OK? On ne tourne pas les bras. À la fin du show, je mets le chapeau là, vous mettez ce que vous voulez. C'est notre grosse source de revenus. OK? Des fois, on sort un 50$. En tout cas. Fait qu'on met ça dans une petite cagnotte. Puis ça nous aide à préparer le prochain spectacle. On pense à quelque chose d'assez gros en octobre. Mais je ne veux pas trop m'avancer. Mais on pourrait avoir des artistes européens professionnels qui viendraient. Par contre, ça me prend du monde qui vienne. Puis ça, c'est de l'argent pour la publicité, puis c'est là où on arrache un peu. C'est ça, pas de subvention. Fait qu'on vit de la générosité des gens, puis certains organismes, ils nous font des petits dons, là. C'est 100$, 200$. Là. Hey, 300$, là, ça... T'as 8 compteurs, tu payes le gaz. Fait qu'à soir, comme j'ai dit, on a 7 compteurs. Il y en a une qui n'a pas pu venir ce soir. C'est une jeune conteuse, mais c'est l'anniversaire de décès de sa mère. Fait que je peux comprendre qu'elle n'est pas dans l'esprit de compter. Fait que j'ai fait un ordre. Fait que le premier que je vais inviter mon collègue Pascal Aubu. En passant, moi, c'est Bernard Paquette, puis je compte sous le nom de Timoun. OK? Timoun, c'était mon chat noir. Fait que le premier que j'invite, c'est Pascal Aubu, qui est natif de l'Abitibi-Témiscamingue. Hey, ça fait long, ça, Abitibi-Témiscamingue. Mais il habite dans la région de l'Outaouais. Depuis sa tendre enfance, Pascal a été bercé par la musique et les mots. Il a produit 2 recueils de contes. Son titre de conte, c'est « Le feu sacré », s'il n'a pas changé d'idée. Fait que, bienvenue, Pascal. Merci, Bernard.
Bonsoir tout le monde. Ben oui, le feu sacré. Hein, est-ce qu'on sait? On sait c'est où le feu sacré? Hein, vous savez c'est où le feu sacré? Ça m'a pris du temps à le trouver. Puis surtout de la façon dont j'ai trouvé ça. T'sais, des fois, là, on n'est pas toujours sur le piton, puis on essaye de ne pas perdre de tarot. C'est dur à savoir des fois. Bien, ça s'est donné que moi, j'ai été chanceux, j'ai pu travailler ici, là, à l'usine de bois, puis moi, c'était bien parce que mon travail, j'étais gardien de sécurité, j'avais même pas coupé, j'avais pas à soulever rien, j'avais juste à faire ma petite ronde, me promener alentour, regarder, tout était beau, tout était sécure. Ça fait que ça allait bien, c'était bien tranquille, j'avais le temps pour pouvoir écouter un petit peu la radio, j'avais le temps de regarder les choses alentour, la vie était belle. Jusqu'à un jour où ce que là, j'arrivais, puis tout le monde était parti, ils avaient fini leur shunt, puis je regarde alentour, puis je vois qu'il y a un petit jeune qui est en train de courir, puis il joue dans où est-ce qu'on plaçait le bois, tout ça, ça fait que ça pouvait être dangereux, ça fait que je m'approche, puis il sauvait, puis là, il faut que je cours après, tu sais. Ça fait que là, je m'approche, je continue à m'approcher, il sauve encore, je m'essaie de... jusqu'à temps que je le prenne dans un coin, je dis « Hey! » Mais là, je commence à le regarder, puis il y a pas mal de rides, puis pour un petit enfant, il y avait une grosse barbe, là. J'étais là comme, voyons... « Hey, toi, le grand, là. » Je me dis « Oui, tes parents sont-tu alentour, tout ça? Tu ris-tu de moi? » « Non, 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 moi, je suis un lutin. Je m'appelle Léo. »« Toi, t'es-tu piton ou t'es tarot? » »« Je suis piton ou tarot. »« Moi, de quel côté? T'es-tu Rockland de l'Est ou Rockland de l'Ouest? » Je sais pas, j'ai tout le temps travaillé ici, là. Je n'ai pas jamais regardé ça. Peut-être que je suis un peu des deux. Ben, c'est une bonne réponse, ça. Ben, à te regarder tout ça, puis tu as l'air d'être bien équilibré, tout ça, peut-être que tu devrais essayer mon jeu. Quel genre de jeu tu veux faire? C'est bien que... Approche-toi, là, regarde sur le bord de la rivière, là. Tu vois, là? Ouais. Hein, il y a des fois, il y a des pitons un peu, mais regarde juste là, là. Approche-toi, là. Puis je commence à regarder. Il me donne une tape, puis je tombe dans l'eau. Je commence à me débattre, tout ça, puis là, je suis en train... Là, il s'accroche sur moi, puis là, je vois que tout d'un coup, ça fait une genre de bulle alentour de moi, puis autour de lui, puis je peux respirer, mais on continue à descendre, puis on descend, puis on descend jusque dans le fond. Puis là, je vois qu'il est en train de me pointer quelque chose, fait que là, je marche vers le milieu, puis il y avait un genre d'escalier qui descendait encore plus bas. Voyons, fait que là, j'essaie de descendre là-dessus, puis c'est quelque chose d'avoir une bulle d'air, puis tu vois les autres, il y a des poissons de temps en temps qui passent à côté, là, mais je continue à descendre, puis là, je descends, puis là, je rentre dans sa cachette. Elle dit « Ah, tiens-toi tranquille, là, ici, toi, tu vas avoir de l'air, là, on n'aura pas à avoir une grosse bulle, on va être confortable. Tu veux avoir un verre d'eau? OK. » Je dis « Bon, ouais, c'est quoi ton jeu? » Ben là, je veux que tu me dises c'est quoi le feu sacré. Le feu sacré? Oui, c'est quoi? C'est où le feu sacré? Est-ce que tu sais c'est quoi? Le feu sacré. Ah, OK. Regarde, là, je vais t'aider avec ça. Tu vois ici dans ma cuisine? Je dis, oui, tu vois, là, j'ai un feu, là, tu es en train de cuire, je vais faire bouillir de l'eau un peu. Je dis, OK. Bon, ben, si tu regardes qu'est-ce qu'il y a, là, alentour du feu, tout ça, tu as tous les indices pour me dire c'est quoi le feu sacré. Mais là, il faut que tu te dépêches. Comment ça? Le temps, il est compté. Fait que, trouve-moi ça, là, puis dépêche-toi. Je viens d'arriver dans la cuisine d'un lutin en dessous de la rivière, pas mal creux à part de ça. C'est comme, je sais pas, là, je commence à regarder alentour. Je vois qu'il y a le feu, je vois qu'il y a le chaudron, puis l'eau commence à bouillir un peu. Il y a des gants à côté, il y a un vieux couvercle qui va sur le chaudron, qui est troué. Puis là, ça part de ça. Il y avait juste ça alentour. Ça fait que là, je commence, voyons, le feu, ça doit être quoi? Il y a un feu, OK, le feu sacré. Ah, qu'est-ce que c'est, t'sais? Puis là, d'un coup, vient une idée, là. Ah, sais-tu,
Le chaudron, faut-tu que je mette le couvercle dessus? Non, c'est pas ça. Je commence à penser, voyons, c'est quoi? Puis quelque chose me dit en dedans de moi, t'as pas besoin de chaudron. Puis là, je suis comme, on va essayer ça. Je prends le gant, je prends le chaudron avec l'eau qui bouille, je le mets à côté, je prends le couvercle, puis là, ça me dit de mettre le couvercle par-dessus le feu, dessus le grillage qui était sur le feu. Puis en faisant ça, ben, la lumière, il a passé à travers tous les trous qui étaient dans le couvercle, puis là, ça a fait des mots sur le plafond, puis ça faisait « Le feu sacré est à l'intérieur ». Je regarde le lutin, le feu sacré est à l'intérieur. Tu l'as, t'as gagné! Ah, OK. Ben, pour avoir gagné ça comme il faut, tiens, prends un bon sac. Je garde le sac, je dis, il a de l'air d'avoir des jetons, c'est pesant un peu. Ah, ben, merci beaucoup. Ah, ben, ouvre-les pas tout de suite, là, tu l'ouvriras en haut plus tard chez vous, là, tu sais. Ben, c'est bon, hey, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé ça. Il y en avait qui attendaient, puis l'eau évaporait, puis ils pensaient que c'était ça le piège, mais t'es sage, toi, c'est bon, continue comme ça, tu sais, t'es un bon garçon, ça fait que tu viendras me revoir quand tu auras 200 ans. Tu sais. Ouais, OK, merci Léo. Léo le lutin. Ben là, comment je fais pour monter? Là, je vais juste nager. Il dit, non, je vais t'aider. Là. Ça fait que là, on revient pour monter l'escalier. Là, il s'agrippe sur moi. Ça fait que je le tiens. Puis ça fait une grosse bulle d'air alentour. Puis là, tranquillement, là, on flotte. Puis on commence à monter. Puis à monter. Puis à monter. Puis là, on se retrouve sur le bord. Puis Léo, il débarque avec moi. Puis là, la bulle disparaît. Puis mon linge, j'étais tout sèche à part de ça. C'est pratique être un lutin. Il dit, ben, merci beaucoup, mais on se voit plus tard. Puis, il disparaît. Ça fait que je m'en vais chez nous, puis je regarde c'est quoi le trésor que j'ai gagné, puis en fin de compte, c'est tout un paquet de pitons pour aller dépenser au magasin général, mais au moins, je vais pouvoir m'acheter un autre petit veston, ça va être plus pratique. Tu sais. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé c'était où le feu sacré. Merci, Pascal. Fait que notre deuxième conteuse en attente, c'est Lorraine Janson. Elle est née en Abitibi. C'est-tu Abitibi-Témiscamingue aussi? Ah, OK. Elle vit à Ottawa depuis plus de 40 ans. Puis, depuis 2001, Lorraine s'illustre dans ses contes la culture canadienne-française alliée à l'environnement et tout imprégnée d'humanisme et d'universalité. Elle raconte dans les écoles, dans les communautés, en présidentiel, par Zoom, à TVC 22. La région de l'Est Ontario lui insuffle beaucoup d'inspiration. Lorraine, et son conte, c'est Le Joyau. Bonsoir. Bonne journée mondiale de la francophonie. Bonne journée mondiale du conte. Ce soir, un petit conte qui a une note de la nature. Et je tiens à dire bonjour à mon président de Boisé-Est et une de ses membres, Mme Jeanne Drouin, et tous mes collègues conteurs et conteuses, et la population qui nous écoute présentement. Prêt? Le Joyau. Il existe un pays que vous reconnaîtrez certainement, reconnu pour ses grandes forêts verdoyantes et ses prés riches d'un vert gras, et de ses cours d'eau, des lacs, des ruisseaux, des rivières, des fleuves, un en tout cas, et qui se jette jusque dans l'océan. De l'eau douce, en voulez-vous, en v'là. Jusqu'au jour où la sécheresse a sévi. Sécheresse a sévi. Ah, un exercice de langue. Alors, on a vu disparaître les ruisseaux, s'assécher complètement. On a vu les rebords de lacs devenir des plages et des plages de sable, et seulement dans le plus profond du lac, il restait de l'eau. Et les gros poissons étaient très contents parce qu'ils ont pu avaler tous les petits poissons qui s'étaient réfugiés là. Mais les gros poissons sont mis à pleurer à un moment donné. Il y avait des larmes. Et puis, ils pleuraient parce que là, ils ont réalisé qu'il fallait qu'ils aillent pondre des œufs, mais pour pondre les œufs,
près du rivage, là où il y a des herbes, dans le sable et les herbes. Mais non, c'était tout sec, puis il ne pouvait pas se rendre là. S'il pondait ses œufs là où tout le monde est présent, bien les gros poissons allaient les avaler, ces œufs-là. Donc, ils craignaient pour leur survie. Leur espèce allait disparaître. Il fallait de l'eau, plus d'eau que ce qu'ils ont présentement. Bien, la forêt aussi en subissait des contre-coups. Puis tout le monde pâtissait. Ce sont les plantes au sol qui ont posé la question, l'importante question. Elles ont levé la tête et ont dit, « Toi, grand arbre, dis-nous, où est l'eau? Ne pourrais-tu pas fouiller le sol avec tes racines et nous ramener de l'eau à la surface? » Et les grands arbres se sont regardés. Un a eu l'autorisation de parler et il a dit, « Eh bien, c'est vrai que c'est nous qui aspirons l'eau, qu'on la purifie pour la rendre potable. Oui, la rendre délectable. Mais on a eu beau fouiller avec nos racines le plus profondément qu'on pouvait et il n'y avait point d'eau. » Les plantes étaient malheureuses d'entendre ça. Et l'arbre a dit, « N'as-tu pas remarqué que mes feuillages, qui normalement à la mi de l'été, mi-juillet, bien, elles sont plus vertes, elles jaunissent, elles flétrissent, elles tombent au sol. J'en souffre moi aussi, même si je suis gros et important. » Les plantes se sont mises à regarder vers le sol, découragées. Et qu'est-ce qu'elles ont vu apparaître? Des fourmis. Et la plante a posé des questions qui se devaient. Dites-moi, fourmis, toute votre colonie là, qui sort du fond des sols. Dites-nous, avez-vous trouvé ne serait-ce qu'une plus petite goutte d'eau? On la prendrait, cette goutte d'eau-là. Pouvez-vous les remonter pour nous désaltérer? Mais les fourmis étaient épuisées. Puis elles se sont regardées, puis elles ont dit, « On a eu beau creuser des galeries, à gauche, à droite, en bas, 2 kilomètres de long, et on n'a point trouvé d'eau. » Tout le monde était découragé. Ils se parlaient entre eux, les arbres, les plantes, les fourmis. Mais entre-temps, une grosse araignée dodue, énergique, avec des belles grandes pattes, s'est avancée, a examiné l'espace entre 2 arbres, a grimpé sur un arbre et elle a commencé à tisser son fil de soie et s'est balancée d'un arbre à l'autre pour tisser sa toile d'araignée. Toute la verdure était tournée vers cette araignée-là, ainsi que les fourmis qui craignaient que l'araignée sauterait sur elle pour les dévorer. Mais non, elle était bien occupée et très empressée de faire sa toile d'araignée. Mais ce sont les plantes qui posèrent la question qui s'imposait. « Oh, Madame l'araignée, pourriez-vous nous dire, vous qui semblez si énergique, si en santé, vous avez certainement trouvé de l'eau. Dites-nous où est l'eau, ne serait-ce que la plus fine goutte d'eau, on la dégusterait, on en a besoin. » Et l'araignée a continué à travailler assez fort, que ça l'a intrigué les fourmis qui se sont décidées de l'entourer un peu, faire une demi-lune, même si elles risquaient leur vie, parce que l'araignée pourrait sauter dessus. Puis les plantes ont attendu. Puis l'araignée a dit, « Bien, l'eau est dans l'air. » « Mais non, Madame l'araignée, on vous le dit, il ne pleut plus. Et dans les fonds des sols, il n'y en a plus d'eau. Dites-nous, comment avez-vous trouvé votre énergie? Où vous êtes-vous désaltéré? » Bien, l'araignée, au lieu de répondre, s'est empressée de terminer sa toile. Tout le monde, les verdures, les insectes, se sont retournés vers elle et ont attendu. Et lorsqu'elle a eu terminé sa toile, elle s'est placée en plein centre. Et là, elle a regardé son public. Puis elle a dit, « Ah bon,
je vais vous le dire. Faites comme moi. Profitez du serein du soir et de la rosée du matin. Captez l'eau qui est dans l'air. Il y a des changements de température. Tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid. On peut capter l'eau dans l'air grâce à des capteurs d'eau. Ma toile d'araignée capte cette humidité-là et je peux me désaltérer. Oui, mais nous, s'objectent les plantes. Nous n'avons pas de fil de soie. Nous ne sommes pas une araignée. Comment faire avoir des capteurs d'eau? Bah, dit l'araignée. Voyons les plantes. Les plantes et les arbres, vous êtes les plus importants sur la Terre. Vous êtes faits de cellulose. Développez de la cellulose de manière à ce que vous pourriez avoir des capteurs d'eau. Ah là, la discussion dans la forêt a commencé. Tout le monde a commencé à regarder, nous, quelle sorte de feuillage qu'on a. C'est un peu rugueux ici, c'est un peu lisse, un peu ci, un peu ça. Alors, il y en a une qui a dit, bien, écoutez, Madame l'araignée, si on se fait tout le dessus de notre feuillage velu, on pourrait peut-être capter des gouttes d'eau. Il dit, très bien, ça va pour vous. Si ça va pour vous, allez-y. Développez votre ingéniosité. Puis là, il y avait toutes sortes d'idées. Là, chez les cèdres, ils ont dit, bien, nous, on a des petites coquilles. Bien, avec nos coquilles, on va être capable d'avoir des griffes, puis on va attraper les gouttes d'eau. Puis on pourra se désaltérer. Ah, bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Allez-y. Continuez. Là, les plantes, puis la plante qui posait beaucoup de questions, elle a dit, bien, on a entendu ici, on a entendu là, des plus, des moins. Pourquoi est-ce que nous, vu qu'on a une tige, puis tout autour de la tige, on a nos feuillages? Ça ressemble quasiment à une marguerite, cette plante-là. Vous savez, avec les pétales tout autour, puis un beau centre. Mais elle a dit, et nous, si on ne veut pas rôtir au soleil, avoir trop de duvet sur le dessus, là, du duvet de cellulose, elle dit, peut-être qu'on pourrait l'avoir entre nos feuillages, tout autour, dans le centre. Comme ça, le soleil peut frapper notre dessus. Nous autres, on est très lustrés. On va retourner le rayon du soleil, il ne nous affectera pas. Puis, il n'y aura pas le temps d'aller fouiller entre nos feuillages. Donc, en plein centre, sur la ligne, là, on va mettre du duvet tout le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame l'araignée? Ben, allez-y, c'est une idée. Essayez. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et là, au serein du soir, elles ont fait aller leur feuillage comme ça, puis ils se sont étirés beaucoup parce que les duvets étaient tout autour. Hein? Alors, ils ont étiré beaucoup leurs feuilles. Puis, ils ont capté de l'eau, des gouttes d'eau, les petites gouttes d'eau. Bien, c'était beau. Ah, bien, très bien. Mais là, maintenant, on veut y goûter. Comment ils ne savaient pas comment ramener les gouttes d'eau. Ça tombait à terre. Madame l'araignée, venez nous aider, ça tombait par terre. Bien, ils disent, voyons donc. Mesdames les plantes, travaillez ensemble. C'est une affaire de groupe de récolter de l'eau. Alors, regroupez-vous, travaillez ensemble. Se regrouper, on est déjà regroupés autour d'une tige. Ah, vous voulez dire que... Ah, bien, on va essayer à la rosée du matin. À la rosée du matin, ils se sont étirés encore. Puis là, ils avaient chuchoté une idée dans la nuit. Puis là, quand la rosée du matin est arrivée, ils ont capté des gouttes d'eau. Puis là, ils ont dit, refermez-vous, refermez-vous. Et puis là, ils se sont refermés comme ça, autour de la tige. Et toutes les gouttes d'eau sont venues au centre. Et ça l'a créé quoi? Le joyau, c'était tellement beau. C'était une grosse, grosse goutte d'eau. Puis tellement grosse qu'elle ressemblait à un diamant. Ça brillait, c'était phénoménal. Mais ce n'était pas dur, c'était du liquide. Et puis leur ingéniosité, c'était de ramener l'eau au centre. Mais s'ils avaient essayé d'attraper une grosse goutte d'eau, elle aurait passé par terre, elle aurait tombé. Alors, ils ont réussi à apprécier d'avoir des petites gouttes d'eau pour en faire un gros joyau. Et c'est ainsi que les plantes ont pu se désaltérer jusqu'à ce que l'orage vienne arroser et revenir et reverdir un peu le tout. C'est pour dire, hein?
Il faut des fois un joyau dans la vie pour prendre conscience que c'est précieux. Mais il faut aussi prendre conscience que quand on développe des capteurs d'eau, c'est une affaire communautaire. Puis c'est une affaire de redistribution partout. En effet, dans le joyau de cette plante-là, qu'est-ce qui est venu? Un insecte est venu boire, un oiseau. La plante s'est nourrie, les feuilles se sont nourries, puis tout à coup, un gros animal comme un chevreuil est arrivé, un coup de lèche. Le joyau a disparu au lendemain, jusqu'à la prochaine nuage d'humidité. Voilà, c'est le génie tant prisé du joyau, même les humains s'en sont inspirés. Et si vous voulez que je vous ajoute une petite chose, c'est que grâce à monsieur le père Garneau, quand il a entendu mon conte il y a bien longtemps, il me dit « Lorraine, savais-tu qu'en Méditerranée, il existe un capteur d'eau naturelle sur une île? L'île, il n'y a pas d'eau potable du tout. Mais ils ont des arbres sur le haut du monticule de l'île, tellement haut que les nuages passent et ce sont vraiment les feuillages qui captent l'eau. Et là, ils ont mis des petites rigoles tout autour des branches pour que quand l'eau des gouttes, ça tombe dans un petit rigole, puis ça descend jusqu'au village et le village a toujours son eau douce. Ben là, c'était formidable. Mais là, il a piqué ma curiosité. Tu allé voir sur Internet, puis dans les Andes, il y a des endroits très, très élevés. Je pense que tu m'avais pointé aussi les Andes, au Chili. Et puis là, les villages qui sont très, très hauts, en haute altitude, il ne pleut pas, mais il passe des nuages. Mais eux, les humains, ont construit des immenses poutres de métal qui montent avec des filets de métal, et eux aussi ont pris la même technique qu'en Méditerranée, sauf qu'au lieu d'avec un arbre, c'est avec des poutres de métal et des fils de métal, et l'eau se recueille au bas de ces poutres-là, et ils la ramènent, ils descendent jusqu'au village, et c'est comme ça que les villageois ont leur eau douce, pour dire, hein, de l'eau. C'est facile pour nous ici d'ouvrir un robinet, de la laisser couler, oh, elle n'est pas assez froide, pas assez chaude. On la laisse couler, mais si vous aviez une goutte d'eau à la fois, je crois que vous la prendriez tout de suite. Merci beaucoup. Merci, Lorraine. C'est un joyau de conte. Notre prochaine conteuse, c'est Michèle Mongeau. Michèle elle commence dans le monde des conteurs. Elle suivait TVC 22, elle suivait le Cercle des conteurs, elle suivait son mari, Pascal Aubu. Puis là, elle écoutait les contes. Puis là, elle s'est dit, je suis une femme d'action, je deviens conteuse, alors ce soir, elle se lance. Son conte, ça n'a pas changé. C'est le titre du conte. Excusez-moi. Le fil d'or est en danger. Michèle. Je suis Ortis, l'imaginaire sur Terre. Je vais vous raconter mon aventure avec Michèle et le fil d'or. Je me souviens de cette aventure comme si c'était hier. J'étais en train de marcher dans une forêt dense, les arbres m'entourant de toutes parts, lorsque j'ai entendu une douce voix et mélodieuse. « Bonjour, voyageurs, je m'appelle Michèle. Je suis ici pour vous accompagner vers un voyage magique. » Je me suis retournée pour voir une femme avec des cheveux longs et les yeux brillants en souriant. Elle souriait et me tendait la main. « Je suis prête. » En prenant sa main. Michèle m'a conduit à un arbre immense, avec des branches qui s'étendaient vers le ciel et des racines qui plongeaient profondément dans la terre. « C'est l'arbre de vie, » dit Michèle. L'arbre est le symbole de la création et de la vie. L'arbre de vie nous a parlé dans une voix douce et mélodieuse. Je vous ai appelés pour une mission importante. Le fil d'or de création qui connecte l'univers est en danger. Un être de ténèbres, appelé l'ombre, cherche à le détruire.
Michel et moi, nous avons accepté la mission. Nous avons suivi le fil d'or de création qui nous a conduits à travers le monde de l'imagination et toutes ses différentes couleurs. En chemin, nous avons rencontré des créatures lumineuses qui nous ont aidés dans notre quête. Nous avons découvert des secrets de la création et des mystères de l'univers. Enfin, nous sommes arrivés face à face à l'ombre, qui était un être immense et terrifiant. Michel et moi, nous n'en avons pas peur. Nous ne sommes pas intimidés par cet être-là. Nous avons utilisé le fil d'or de création pour combattre l'ombre. Nous avons chanté des secrets de la création et les créatures lumineuses sont venues à notre aide, chantant avec nous pour créer une symphonie de lumière et de vie. L'ombre a été vaincue et le fil d'or de création a été sauvé. Nous sommes retournés à l'arbre de vie qui nous a remerciés pour notre mission accomplie. L'arbre de vie nous a dit, « Vous avez sauvé le fil d'or de création et l'univers. Vous êtes maintenant les gardiens du fil et vous devrez le protéger à tout prix. » Michel et moi, nous avons accepté la responsabilité. Nous sommes devenus des gardiens du fil d'or de création et nous continuons à suivre le fil qui nous conduit à travers des aventures et des défis, mais nous resterons toujours fidèles à notre mission de protéger le fil de l'univers. Il traversera l'Atlantique. Notre quatrième conteur, c'est Monsieur Farran. Monsieur Michel. J'adore dire ça. Michel, dit Monsieur Michel, un ancien professeur de français. Je dois faire attention quand il est là. À Ottawa. Michel s'est joint au CCO, je pense qu'il était dans les premiers, dans les fondateurs. Il aime raconter mille et un contes, jouer de la guitare, chanter dans les écoles, auprès des organismes de la région d'Ottawa de l'Est, de l'Ontario. Dans les Laurentides, il a toujours des contes touchants, remplis d'humour et de sagesse. Son titre de son conte est « La couverture pour cheval ». Michel? Monsieur Michel, excusez. C'est ça que vous allez dire bonjour, Monsieur Michel. Bonjour, Michel. Ah, OK, c'est fait. Alors, non, j'ai écouté le conte de la reine et puis il m'est venu une idée. C'est que, pourquoi les contes? Pourquoi raconter des contes? C'est parce que les contes, comme dans son conte, parlent de science. Alors, on écoute, on apprend. Par après, on n'apprend pas seulement le fait de science, on apprend à vivre. On apprend, par exemple, quand je compte les contes de petits Jean, il y a toujours un géant, d'accord? Alors, ça démontre que même un petit Jean peut conquérir le géant parce qu'il sert de son cerveau, pas sa force physique, d'accord? Il y a d'autres qualités, il y a le respect. Vous allez le voir dans mon conte. Et puis, la créativité dont on a parlé. Alors, chez mes enfants, ils connaissent tous mes contes. Et puis, je crois que ces contes que j'ai contés ont peut-être aidé à former leur caractère et que c'est des bons gens. Alors, la couverture de cheval. Bon, ce conte, c'est dans le 17e siècle, d'accord? Et il y a un fermier qui, à ses efforts, a réussi à avoir une ferme extraordinaire. Et puis, il y avait un fils qui le suivait, qui l'aidait, un petit bonhomme, quand que la maman est décédée. Et là, c'était un choc. Et le fermier a décidé, tiens, je chante, on va aller en ville. Puis ils sont allés en ville, à Paris. Et puis là, il est devenu marchand. Et là, il est devenu vraiment un beau succès. Son garçon, qui a grandi avec lui, a appris à marchander,
et puis c'est lui qui prend la relève. Mais là, le fermier des marchands décide que son fils peut prendre la relève tout de suite, et puis il va se retirer. Hein? Mais il avait toujours rêvé qu'à un bon moment, que son garçon, il pourrait être noble. Pas seulement riche, là, comme ils sont maintenant, mais noble. Il avait un goût pour la noblesse, je ne sais pas. Mais enfin, l'autre côté de la rue, de chez eux, il y avait un noble. Un noble qui était pas tellement un bon succès, mais il avait une belle fille. Puis justement, André, le fils l'avait rencontré, puis il avait tombé dans l'œil. Hein. Et puis le père décide d'aller voir le noble et lui dire, en tant que marchand, « Écoute, si tu me laisses mon garçon marier ta fille, je te donne la moitié de mon avoir. » D'accord? Le noble dit, ça veut dire ça qu'il y en a plus, c'est la moitié. Je veux tout son avoir. Puis là, oui, ma fille va marier ton fils. Le marchand dit, d'accord. Alors, c'est ça. Le marchand, André a marié la belle jeune fille, et puis ils sont demeurés avec le père dans sa demeure. Et puis là, ils ont eu une famille, un petit garçon, et puis une fille. Alors, Alex et Marika. D'accord? Et puis, là, les jeunes ont grandi. Maintenant, la femme, son épouse, vient le voir un bonjour, puis dit, Alex, là, une minute, là, Alex, ton père, là, je pense que c'est à peu près temps, là, qu'il aille se trouver chez lui, ailleurs. Il fait rien, il s'assoit, il se berce, il mange, il dort. Je pense que c'est le temps, là, qu'il devrait sortir, puis nous autres, on va rester ici en famille, pas de problème. Mais là, le fils a dit, ben, je ne peux pas simplement le sortir comme ça de la maison, là. Mais c'est le temps. Écoute, ça fait longtemps que j'y pense, là, vas-y. Alors, le fils s'en va voir son père. Puis il dit, Père, je pense que c'est le temps, là, que tu me laisses tranquille, hein, que tu me laisses, puis aller trouver un gîte en quelque part, là. Et puis là, le père dit, ben, voyons donc, là, à mon âge, il faut que je vais trouver une place pour coucher. Oh, ben il y a des gîtes, il y a des... Puis même pendant le temps là, que tu cherches... Une minute. André, non, excuse, Alex, Marika, venez ici. Puis là, Alex et Marika, pendant que le père parlait comme ça, ils étaient dans l'escalier, puis ils ont tout entendu. Alors là, le père dit, allez dans l'écurie, chercher une belle couverture toute neuve pour que ton grand-père puisse avoir la chaleur de cette couverture quand il va sortir, puis il va aller chercher une place pour ça. Puis là, les deux jeunes s'en aillent, puis ça, ils reviennent. Mais là, Alex a une moitié d'une couverture. Marika a une autre moitié. Bien là, le père lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi vous avez pris la couverture, vous l'avez coupée en deux, votre pauvre grand-père? C'est pas juste, là, on ne peut pas lui donner une demi. Puis là, le garçon, Alex, a dit, oui, mais père, ça c'est la couverture pour grand-père. Mais non, tu ne peux pas faire ça, mon vieux. Puis là, Marika dit, mais, père, ça, l'autre partie de la couverture, c'est pour toi. Quand toi, on va te faire sortir quand tu vas être trop vieux. Ah, ben là, le père,
il a vu l'erreur. Il a pris son grand-père en ses bras et il a dit « Père, tu restes avec nous pour la vie. Il n'y a pas moyen. Excuse-moi ma maladresse. » Et puis là, ils se sont embrassés, puis c'est la fin de l'histoire. Notre prochaine conteuse, Cécile Boudreau-Pagé. Cécile est d'originaire acadienne et Micmac. Elle est une conteuse chevronnée et exceptionnellement dynamique, souvent vêtue de déguisements d'ambiance. Cécile raconte depuis toujours. Ça, c'est pour dire que... Non, OK, je ne le dirai pas. Elle a un répertoire varié. Elle a écrit et publié ses contes dans 2 recueils. Elle est un pilier du CCO, elle est tout le temps autour pour m'aider. Ben oui, je le dis. Notre matriarche octogénaire demeure très active localement. Son titre, son conte, c'est La Petite Sirène. Ma chère matriarche, pilier du CCIO. Faut pas courber, t'es un pilier. Ouais. Bernard, là, tu nous dis pas mal. Tu sais que je suis rendue vieille, là, puis j'en oublie. OK. Premièrement, le conte, je veux l'offrir pour Antoine Maillet. Notre conteuse, notre écrivaine, qui elle a forgé le rôle de la Sagouine. S'il y en a une qui mérite un hommage, c'est bien elle la soir. Ça, c'est pour la Sagouine. Merci, Anthony. OK. Comme vous savez, il a dit que j'étais de descendance acadienne. Donc, mon conte, c'était un père dominicain. Son nom, c'était Daniel Boudreau. Il est resté à Montréal, mais il venait des îles de la Madeleine. Donc, c'est de ma descendance. Et puis, quand on allait le visiter au monastère, il n'y a rien qui aimait mieux que nous conter des contes, parce qu'il savait qu'on aimait ça. Donc, le conte qu'il nous a conté, il dit, ça, c'est un conte qui était à mon arrière-grand-père. Il dit, mon arrière-grand-père, là, lui, là, ben, c'était un pirate. Puis il dit, un pirate, un vrai, là. C'était pas un moussaillon. Laissez-moi vous le dire. Il y avait son fameux bateau qu'il avait baptisé la Fureur Bleue. Ça, cette goélette-là, là, ça avait été fabriqué avec du bois, là. Ça tenait sur l'eau, ôtez-vous de là. Fait que là, qu'est-ce qui l'intéressait le plus de lui, là? C'est qu'il avait entendu dire que d'autres pirates, là, dans ce temps-là, il y avait des pirates, puis c'était toujours la guerre sur l'eau. Aujourd'hui, c'est dans le monde, là. On n'en parlera pas plus loin que ça. Et puis, il disait qu'eux autres, ils avaient caché un trésor dans la mer. Ah, il dit, moi, là, avec mes yeux de lynx, là, je vais le trouver, ce fameux trésor-là. Fait que là, il est parti avec sa goélette, là, puis c'est 13 matelots, c'est Moussaillon qui appelait, là. Il dit, moi, là, j'étais un capitaine, là, puis on va trouver ce fameux trésor-là. Fait qu'ils ont-tu navigué? Orage, tempête, du gros vent, en ouais donc, il y en avait. Ils ont fait ça pour des années, des années. Ils n'ont jamais trouvé le trésor. Après une bonne nuit d'orage, il y avait... La goélette était là. Imaginez-vous donc que là, ces matelots étaient brûlés, fatigués. C'était tout endormi. Un à droite puis l'autre à gauche avait été malade. Là, il y avait rien que son perroquet, là, qui était resté en l'air sur le mât, là. Il commençait à chambranler. Ah, lui, là, il était toujours aux aguets. Fait qu'il savait bien trop bien, là, mon père, là, qu'il n'y avait pas de danger. S'il y avait quelque chose, là, le perroquet l'aurait averti. « Hissez les voiles! Hurrah! Hurrah, les matelots! Grillez-vous! » Hey, ça s'est tout levé. Mais là, qu'est-ce qui s'était produit? Mon père, là, il avait levé l'ancre du bateau. En levant l'ancre, il ne faut pas savoir qu'est-ce qu'il avait trouvé. Non, pas le trésor. Mais un autre trésor, ça, je peux vous dire. Ça, c'était pris après son ordre des filets de pirates. Et il a levé ça. Là, les matelots, t'as tout alentour, puis là, regardez. Ça a sorti de l'eau, cette affaire-là. Une belle grosse écaille. Dans le milieu de l'écaille. Mais croyez-moi pas.
une belle sirène. Toute une sirène. Là, il t'a pris dans ces mots-là, là. Il dit, là, elle m'a fait comprendre de la détacher. Les matelots, ils ont dit, ça te sort. Ben, il dit, là, on va vous compter que ça te sort. Ça a l'air que les pirates, là, ben, ils ont capturé ses parents, ils ont détruit sa maison, puis elle, ils l'avaient mis là, mais ils n'ont pas eu le temps. On est arrivés, ils sont sauvés. Fait que là, il dit, je l'ai détaché, je suis venu à bout de la sortir, puis je l'ai mis là. Mais là, il y avait son garçon, là. Il n'était pas trop vieux, il devait avoir 16-17 ans. Il voulait le traîner pour être un pirate à son tour. Hey, il dit, réveille-toi, le jeune. Oui, père. Il dit, écoute, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, vous avez trouvé le trésor, père? Oui, j'en ai trouvé un trésor. Pas le trésor que je cherchais, mais un trésor. Parce que les plus beaux trésors se cachent dans le fond de la mer. T'es pas fou, père? Mais c'est quoi? Il dit, écoute, le gars, tourne-toi de bord, ferme-toi les yeux, puis écoute bien. Là, il dit, le jeune, il dit, je me suis tourné de bord, je me suis fermé les yeux. Là, j'entendais. J'entendais le bruit des vagues, le vent, un sifflement. C'était doux, mais c'était doux, assez pour t'endormir, assez pour t'ensorceler. Papa, peux-tu m'ouvrir les yeux? Oui, il dit. Vire d'abord, puis regarde. Hey! À ma surprise, qu'il dit le jeune homme, c'est quand j'ai vu ça, dans le coquillage, cette belle sirène, les cheveux blonds, des yeux verts, une beauté rare. Mon père, il dit, jeune homme, je sais que je ne serai jamais un pirate avec toi. Puis là, je suis rendu assez vieux, je ne le trouverai jamais, le vrai trésor. Mais le vrai trésor, là, je viens de le trouver. Fait que là, mon jeune, je t'avertis, on va mettre la goélette sur le bord de l'eau. J'ai fini. Je prends ma retraite. Voilà mon cadeau, jeune homme. Et donc, c'est en allé. Là, la belle sirène, elle m'a ensorcelé. Et ça a duré une couple d'années. Mais là, j'étais rendu assez vieux pour savoir. Mais il dit, là, mon père, là, il dit, rien qui aimait mieux, là, c'est quand on s'assisait, là, puis qu'il nous contait des contes, là. Il dit, tu pouvais voir les étincelles dans ses yeux. On voyait que le vieux pirate, son sang n'était pas mort. Mais ça ne va pas sécher comme ça sèche, l'encre, là, que j'écris mes contes, là. J'ai presque plus d'encre pour écrire des contes, là, moi, là. Mais mon père était là. Mais tous les soirs, ma belle sirène, elle venait me retrouver sur la goélette bleue. Et puis on s'assisait, puis là, je parlais de nos familles. Bien, j'aurais quelque chose à vous suggérer, là. Ça ne vous tentera pas, là, vous autres aussi, là, d'aller sur le bord de l'eau, là? Peut-être attendre votre ligne, je ne sais pas, là. Mais peut-être vous en trouveriez peut-être une belle sirène. Puis si vous ne trouvez pas une sirène, bien, il n'y a qu'une chance que je peux vous dire. Vous pouvez peut-être trouver les vieilles bottines, là, faites avec du cuir de bœuf, là, comme mon arrière-grand-père avait. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Là, je voulais demander, saluer les gens de Sudbury, ceux qui nous écoutent. Je voulais savoir, est-ce que vous aimeriez avoir une petite pause de 5 minutes? Sinon, je passe, laver la main. Un petit 5 minutes pour ceux qui auraient peut-être besoin d'une pause santé. Puis, ça se peut qu'on a de la grande visite rare. Un de nos collègues, conteur, un spécialiste de Tijan. Parce que la fois que je l'ai vu compter, il y avait bien des histoires de Tijan que peut-être... en finale, il pourrait nous avoir un compte supplémentaire. Une pause, pas de pause. Pas de pause, on suit. OK, notre prochain compteur. Ben lui, c'est plutôt un menteur. Oui. Ah oui, non. Ouais. Il y a le menteur et le grand menteur. Là, je parle du grand menteur. Moi, j'arrange la vérité. C'est pas pareil, je l'embellis. Fait que je suis pas menteur, je suis conteur. Claude, le père Garneau, est un conteur, auteur, animateur d'expérience qui sillonne le Canada depuis 15 ans. Ayant compté un peu partout au pays, il demeure présent à Ottawa, à Orléans. Il écrit même ses contes, puis il y a aussi des recueils. Et... OK. Alors... le père Garneau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien? Oui.
Bernard disait tout à l'heure qu'il était en compétition avec le chat à sa blonde ou quelque chose de même. Ouais, je suis le numéro 2. Ben, je sais comment... Hier soir, imaginez-vous donc, vers 11 heures, ma fille avait laissé son chien avec nous autres, un gros husky, un beau chien. Puis là, j'ai dit, bon, mais viens-t'en. Je l'appelle ma guidoune. Viens-t'en, on va aller prendre une marche. Là, ma vieille de dos a dit, ouais, c'est ça, elle dit, t'amènes toujours le chien marcher, mais moi, tu m'amènes jamais. Ben, il dit, Dod, si j'avais su que tu voulais aller faire pipi dehors, je t'amènerais, toi et tout. Bon, ben là, moi, j'étais pour vous conter l'histoire du pêcheur. Mais là, monsieur, je n'avais parlé à Bernard, il m'a peut-être bien changé d'idée, puis monsieur Michel a confirmé ça en parlant du conte, puis de la morale, puis tout ça. Mais combien de gens savent comment le conte a commencé? Parce que ça, c'est important, c'est à peu près une des plus vieilles méthodes de communication qu'il y a dans la race humaine. Fait que je vais vous expliquer ça. Ça a commencé dans une région de ce qui est aujourd'hui la France. Il y a une douzaine de mille ans à peu près, pendant l'ère glaciale. Il y avait un clan de chasseurs de mammouths. Puis, les mammouths, ben, c'était indispensable parce que ça leur apportait de la nourriture. La graisse, ils pouvaient faire fondre, faire des huiles comme il y avait besoin pour le lampes. La peau servait à faire des bottes, des raquettes, des tentes. Le poil à faire des manteaux. C'était aussi une forme de sport. Hein, ça permettait aux jeunes de montrer qu'ils étaient rendus des adultes puis qu'ils pouvaient chasser. Les mammouths, eux, ils raffolaient pas de la chasse aux mammouths. Je ne sais pas pourquoi. Mais eux aussi, il y avait un sport qu'ils aimaient pratiquer. Ça, ce qu'ils faisaient, si un chasseur s'approchait un peu trop, ils l'attrapaient avec leur trompe, ils secouaient contre des 5-6 arbres pour l'amadouer un peu. Là, ils le déposaient par terre, puis ils faisaient une petite danse sur la figure du chasseur. On appelait ça « piétiner la figure ». Le seul problème, c'est que quand tu te faisais piétiner la figure par un mammouth, c'était généralement la fin de ta carrière de chasseur de mammouth. Puis, on manquait souvent de chasseurs pour cette raison-là. Donc, les vieux, les sages du village, ceux qui restaient, eux autres, un soir, ils étaient tous assis autour du feu, puis ils regardaient le feu, parce que c'est rien que ça qu'il y avait. Il n'y avait pas de télévision, pas de cinéma, rien de même. Ils regardaient brûler le feu. Puis de temps en temps, une étincelle tombait dans la barbe à un, puis c'était le divertissement. Bon. Fait que là, ils ont dit, on va demander nos 2 meilleurs chasseurs, Gronk, Gronk, et puis Bronk, Bronk, d'enseigner aux jeunes. Gronk était de loin le meilleur chasseur. Fait que lui, le lendemain, ça, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, c'est près de Lascaux, en France. Et puis là, il a tout rapaillé les jeunes autour de lui, puis il leur contait comment chasser. Seul problème, il était plate. Bonjour les amis, quand vous allez chasser le mammouth, vous devez toujours avoir le vent dans la figure pour pas qu'il ne vous sente. Vous devez toujours marcher. Hey, c'était plate, 2 heures de temps. Hey, les jeunes étaient tellement tannés qu'ils ont commencé à dessiner des graffitis partout dans la caverne. Puis même si vous allez à Lascaux aujourd'hui, on peut encore les voir, ces graffitis-là. Bien, les jeunes n'ont pas porté attention. Le lendemain matin, ils sont partis pour la chasse. Et puis, Gronk leur avait dit, à un moment donné, « Si vous voyez une femelle, n'approchez pas la femelle. » Mais eux, ils n'écoutaient pas. Fait que là, ils ont vu une femelle avec son veau, son petit mammouth, puis ils sont approchés d'elle. Bien, elle en a attrapé 4, puis elle a fait la danse du piétinage de figure sur ces 4-là. Fait que là, ça faisait un méchant trou d'un chasseur du clan. Fait que ce soir-là, on a demandé à Bronk. Bronk était un peu moins bon chasseur, mais il était bon parleux. Fait que là, lui, il a expliqué aux jeunes, quand vous chassez le mammouth, assurez-vous que votre lance est bien pointue. Marchez toujours avec le vent dans la face. Puis beaucoup de gestes, puis les jeunes étaient intéressés. Puis là, eux autres, ils voulaient prouver qu'ils étaient bons. Puis là, il leur a dit,
n'approchez jamais une femelle. Parce que même chez les mammouths, les femelles sont très dangereuses. Fait qu'il dit, allez pas après les vieux mâles non plus, parce qu'eux autres aussi, ils sont mauvais. On va aller surtout pour les jeunes mâles. Puis là, les jeunes, ils voulaient. Fait qu'ils sont tous partis pour aller à la chasse. Puis ils ont attrapé 2 jeunes mâles. Il y avait de la viande, il y avait des os pour faire des outils, il y avait les ivoires. Il était gros dur pour un bon bout de temps. Ça fait, puis il n'y a pas un jeune qui s'est fait piétiner la figure. Donc, là, les vieux ont vu, c'est comme ça qu'on va enseigner les choses à nos jeunes, en prenant nos meilleurs par eux pour leur expliquer. Mais ce n'est pas tout à fait fini là. Parce qu'aussi, à l'époque, les temps étaient très, très durs. Fait que quand quelqu'un était rendu vieux, disons comme moi, puis un peu infirme, la misère à grouiller, bien, on ne voulait pas nourrir ces vieux-là pour rien. Fait que ce qu'on faisait, on les déshabillait, on leur donnait un petit pagne puis un bâton, puis là, on les envoyait lutter contre les tigres à dents de sabre. Ça, c'est comme un tigre, mais c'est à peu près haut de même. C'était bien divertissant. Les gens venaient s'asseoir sur des rochers, regarder ça, ils mangeaient du popcorn, ils buvaient du vin qui se faisait avec des racines puis des fruits, mais ça finissait toujours de la même façon, c'est jamais le tigre qui perdait. C'était très populaire avec les villageois, mais pas yable avec les vieux. Fait que là, les vieux, ils ont décidé, il faut qu'on trouve une manière de changer ça. Fait que là, il y en a un qui s'est dit, ben, si l'histoire de raconter, ça a marché pour montrer aux jeunes comment chasser, peut-être qu'on pourrait en trouver une pour leur montrer ce que les vieux valent. Fait qu'il y en a un qui s'est assis et il a dit, il était une fois un énorme loup qui courait après un lièvre. Il a couru, puis il ne l'a pas attrapé. Il était fatigué, il avait mal partout, il était assis à se reposer, puis il avait de la misère à bouger, quand il aperçoit du coin de l'œil un jeune ours des cavernes, dans la force de l'âge, qui s'avançait vers lui. « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas courir, je suis trop fatigué, je ne peux pas me battre contre un ours comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? » L'ours approchait, le vieux loup, lui, voyait sa faim s'approcher. Mais là, il a aperçu à terre des ossements. Fait qu'il a pris un os, puis il a commencé à le gruger. Puis quand l'ours était près de lui, à peu près d'ici à Bernard, il a dit d'une voix forte, « Oh, qui était bon cet ours-là, j'en mangerais un autre. » Puis l'ours a entendu ça, puis « Oh, hey, non, je ne veux pas faire face à un pareil loup. » Il s'est sauvé. C'est presque fini, mais pas tout à fait. Pendant ce temps-là, il y avait un petit écureuil dans l'arbre. Il avait tout vu ça, lui. Puis il s'est dit, « Ah, ce loup-là court toujours après moi. Là, si je vais voir l'ours, puis je lui conte ce qui est arrivé, l'ours va venir manger le loup ne courra plus après moi, puis peut-être que l'ours va être assez reconnaissant qu'il va me donner une talle de noisettes pour cacher pour l'hiver. » Fait que l'écureuil est parti, il est allé voir l'ours. Il a dit, « Monsieur l'ours, vous savez, le loup dans la clairière, oh, parle-moi-en, j'ai failli y passer. » « Non, c'était une ruse. Il n'avait pas mangé un ours du tout, il était là parce qu'il était trop fatigué, il ne pouvait plus bouger. » Ah, l'ours, il dit, « C'est ça, hein? Embarque sur ma tête, on va aller dans la forêt, je vais me faire une sandwich à l'ours pour dîner. » Au loup. Pour dîner, excusez, une sandwich au loup. Fait qu'ils sont partis, l'ours avec le petit écureuil sur la tête. Le loup les a vus venir encore. Là, il était dans la même position, vraiment, il ne pouvait pas se sauver, il ne pouvait pas se battre. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, il a attendu que l'ours arrive plus près. Là, à ce moment-là, il arrivait de l'autre bord, il était à peu près d'ici à M. Michel. Puis là, le loup a attendu, puis là, il a dit d'une voix forte, « Je me demande où est-ce qu'il est allé, mon écureuil. Je l'ai envoyé me chercher un ours il y a 2 heures de ça. » Fait que là, l'ours s'est dit, « Ah, c'est un piège! » Il s'est levé la tête, il a mangé l'écureuil, puis il s'est sauvé dans le bois.
Donc, ça montrait aux jeunes que, même si on est vieux puis magané, des fois, on a l'expérience puis la connaissance que ça peut être pareil utile. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté de pratiquer le sport de lutte contre les tigres à dents de sable. Merci. C'était une belle tradition que tu as sortie, le Père Garneau. Bien, je vais vous présenter mon ami Bernard. Bernard, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'introduction, mais on va le présenter pareil parce que c'est important. Hein? Bernard, c'est quelqu'un qui est originaire de la Gaspésie. Il demeure à Rockland depuis 2000, puis il est un militaire à retraite. Il compose lui-même ses comptes, puis il est président du CCE, du Cercle des compteurs de l'Est de l'Ontario, puis TV22. Il est aussi trésorier du CFOF, puis il participe au Festival de contes pour enfants d'Ottawa, Ottawa Storyteller, les festivals des Vieux Montcomté à Sudbury en 2023. Il a créé et participé à la série de soirées de contes de TV22. Puis là, il va nous raconter le titre du conte Méo. Méo. À force d'écouter les autres contes, là, faut que je fasse de la place pour le mien, là. C'est pareil, quand je viens me compter, j'ai comme un blanc, là. Puis tout d'un coup, ah, OK, ça revient. Méo. C'était Méo, la jambe de bois, dit le chanceux. Méo, là, c'était un bon Canadien français, là. Lui, là, puis c'était un gars ingénieux. Méo, c'était pas vraiment son nom, c'était un surnom. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, lui, il ne voyait pas ses limites. Puis là, le monde disait, « Mais non, tu ne peux pas faire ça, tu as une jambe de bois. » Puis là, il disait, « Méo, Méo! » On verra bien. C'est comme ça qu'il a pogné le nom de Méo. Lui, il vivait avec son chat noir, qui s'appelait T4. T4, c'était un bon chat obéissant, mais il travaillait toujours pour un petit revenu ou une friandise. OK? Là, Méo, il faisait une secousse, là, lui, il y avait plein de choses qui l'agaçaient. Le monde commençait à y taper ses nerfs, la politique américaine la chalait. Ah, ça... Et là, il dit, c'est le temps que je aille me promener sur mon bateau que son père y avait légué. Ça s'appelait le vieux Rafio de l'Outaouais. Puis il allait naviguer avec son chat, T4. Mais là, la journée avant qu'il décide d'aller se promener pour changer les idées, son père vient dans un rêve puis il dit « Les solutions sont toujours en eau profonde. Rappelle-toi de ça, les solutions sont toujours en eau profonde. » Fait que là, Méo, il dit « Ouais, le bonhomme, il a tendance à toujours venir la journée que je vais aller me promener en bateau. » Parce que quand son père est décédé, il avait mis les cendres dans la rivière, puis quand il allait à sa rivière, c'est comme s'il suivait l'esprit de son père marin. Fait que là, il part avec son bateau, puis avec T4. Puis T4, là, Méo, lui, quand il était sur le pont de son bateau, là, boire du café, ça le rendait joyeux. Puis T4, lui, il avait fait un mois, puis il avait mis de la corde de jute, là, puis lui, il montait jusque dans le panier en haut, là. Lui, il se prenait pour une vedette. Hein, c'était une célébrité. Il avait servi de publicité pour TVC22. Fait que, tu sais, ça l'avait monté à la tête. Et il partait en bateau. Puis, cet été-là, il faisait chaud. La rivière avait descendu. L'eau était chaude. La pêche était pas bonne. Puis T4 n'aimait pas ça. Il attendait son repas. Lui, il était le premier à se nourrir. Fait que là, Méo, il dit... Ah, c'est bien ça que le bonhomme me dit. La solution est en eau profonde. Fait qu'il dit, je vais aller où il y a des fosses. Puis là, quand il arrive là, il met sa ligne à l'eau. Puis, pouf, il attrape un poisson. Puis T4 descend, puis hey, il est à moi. Il chaparde le premier. Ben, il avait eu son revenu. Fait que, il pêche un peu, puis c'est pas si pire. Il pogne quelque chose, là. Si je me rappelle mon chum Denis qui avait pogné un doré le lendemain, j'en parlerai pas, mais en tout cas, il avait pogné quelque chose de bien. Là,
Méo, il dit, tiens, non, faut que je réfléchisse, je vais faire un petit roupillon, là. Il jette l'angle, puis, comme ils disent les Anglais, il fait un power snooze. Puis là, son père vient encore dans son rêve et il dit, la solution est en eau profonde. Puis là, il n'arrête pas d'y dire, là, ça le réveille. Puis là, Méo, c'était quand même un gars intelligent, il dit, je pense que j'ai compris. Je pense que ça, là, ça veut dire que c'est un processus de pensée et de réflexion. Il dit, tu regardes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive avec ça, puis où est-ce qu'on s'en va. Ouais, je pense que c'est ça le message. Fait qu'il retourne chez eux, puis là, il pense à la politique américaine, là. Il dit, gars, le Luberlu, là, qui est tout le temps à nous achaler ici, là, ben, il dit, ça prenait lui pour fouetter nos politiciens, pour dire qu'on est trop dépendant des Américains, puis que ça a motivé le nationalisme canadien. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça ne me dérange pas. Continue, mon éluberlu, on va te remettre à ta place. Là, il y avait encore une affaire qui l'achalait, là. Il y avait le petit jeune d'à côté. Mais oh, c'était un gars honnête. Mais le petit jeune d'à côté, il n'était temps, il volait des choses, tu sais, ses bouteilles, ses cannes, puis tu sais. Là, il pensait à son affaire. Puis là, en réfléchissant, il s'est rappelé qu'il avait entendu sa mère parler l'autre bord de la haie, tu sais. Puis il disait, sa mère, elle disait, au petit garçon, il disait, je t'inquiète, il dit, j'ai pas d'argent à nourrir le bébé. Puis là, Méo, il dit, ben si je prenais le jeune, puis que j'y faisais tourner ma pelouse, puis s'occuper de mon T4 quand je vais me promener, je vais voir ma blonde à Gatineau, ben ça résoudrait le problème, ça ferait un petit don, puis T4 aime bien le petit jeune, fait que ça résoudrait le problème. Ouais, ça marche bien, ce processus-là, les solutions sont en eau profonde. Ouais. Et là, il restait une affaire à résoudre là, qui le tracassait, c'était sa forêt. Lui, il aimait ça, aller marcher dans la forêt. C'était une belle forêt, des beaux arbres, des beaux décors. Mais il y a quelque chose qui se passait dans cette forêt-là. Il n'y avait pas d'oiseaux. Il allait là, mais il ne ressemblait pas d'oiseaux. Il emmenait des graines, puis quand il revenait, les graines étaient encore là. Il mettait des pinottes ou des cacahuètes, excusez, monsieur le professeur de français, ou des arachides. Puis là, les cacahuètes, là, les arachides étaient là. Là, il dit, faut que je pense. Là, il pense au processus eau profonde. Puis il revient, il dit, je vais aller tester l'eau. L'eau est bonne. Bien, je vais aller tester la terre. Il n'y a rien en terre. Il se promène, pas de chasseurs. Il n'y a pas de prédateurs. Là, il faut vraiment que j'y aille en eau profonde pour trouver la solution. Là. Puis là, dans la semaine, il tombe 3-4 jours de pluie, là, mais de la pluie, là. Tu sais, là, tu peux boire debout, là. Hein? La pluie, la tape d'en face, là. Puis quand il retourne au premier jour ensoleillé, il décide d'aller faire en forêt, puis là, il voit tous les ruisseaux monter, puis la crue des eaux. Puis ça avait rongé un peu les rebords des ravins, ça. Puis là, il voit quelque chose briller. Ça brillait, il dit, je peux pas croire que c'est de l'or. Il dit, je vais descendre, là. C'était glissant, là. Il se tient après une racine, puis un bout de branche, puis finalement, il ramasse ça. Puis ça avait l'air d'une théière. Puis là, elle rentre dans l'eau, là, puis elle nettoie, puis il y a un génie qui sort. Ah là, mon Méo, t'es qui, toi? Tu viens d'où, toi? Il dit, moi, je suis le génie du Sud. J'ai dit, mon dernier maître était un républicain, puis il m'a demandé, toi, être élu, être riche, puis envoyer toutes les mauvaises idées saugrenues de Trump être enfouies dans la forêt au Canada. Là, Méo, il dit, ces idées-là, là, ça nuit-tu aux animaux? Ah, il s'envoie des mauvaises ondes, il dit, ça n'a aucun bon sens, ces idées-là. Les animaux, ça a du bon sens. Ah, je comprends pourquoi il n'y a pas d'animaux.
Fait que là, Génie, il dit, puis là, il dit, quand j'ai accordé le dernier vœu, ben la lampe va où ce que le vœu est réalisé. Fait que c'est pour ça que moi, le Génie du Sud, je suis rendu au Nord. J'avais espoir de retrouver mon frère, le Génie du Nord, là, puis hey, ça a l'air que jamais qu'ils vont retrouver sa lampe parce que elle est de l'acier, puis personne ne va le trouver, fait qu'il ne sortira jamais de sa lampe. Là, il dit, maître, tu as 3 vœux, il faut que tu fasses quelque chose. Fait que là, mais oh, mon Dieu Seigneur. Il dit, ouais, moi, je suis Canadien, je suis pour la famille, je suis pour la justice, je suis pour... Ouais, j'ai une bonne idée. Là, tu vas libérer le Génie du Nord. Puis tu vas le faire souffler vers le sud, que nos amis américains sentent l'esprit canadien et la fraîcheur de nos hivers. Oh! Le Génie. Je suis bien content, je vais revoir mon frère. Votre deuxième vœu. Deuxième vœu. J'aimerais ça remettre la pendule un peu à l'heure, là. Il dit, gars, tu vas faire neiger aux États-Unis, surtout en Floride. Puis dans les États chauds. Puis là, on va pouvoir vendre de l'électricité pour qu'ils chauffent, vendre du bois de chauffage, vendre de la laine, vendre des skidoo, vendre de l'aluminium qui fasse des pelles, du bois pour les manches de pelles. On va remettre l'économie sur notre bord. Ouais. OK, c'est fait. C'est certain que Tron ne va pas aimer la neige. Là, il dit, ton dernier vœu? Là, mais il dit, mon dernier vœu, j'aimerais bien en faire plus pour le pays, là, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Mais il dit, le Canada, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'égalité. Et en regard le Génie, moi, je ne suis pas pour l'esclavage, je te donne ta liberté. Là, le Génie, es-tu content? Je suis libre? Oui. Il dit oui. Mais oui, il dit, j'aurais aimé prendre mon dernier vœu pour faire plus pour le Canada, là, mais non. Ça remplit mes valeurs, puis avec mes valeurs à moi, puis je suis heureux avec mes choix. Le Génie, il dit, j'aimerais te remercier. Il dit, je vais te faire un cadeau. Il dit, c'est pas un gros cadeau, mais c'est un cadeau qui pourrait te faire réfléchir et nos politiciens. Ah oui? Ça n'a pas grand valeur parce que là, j'ai plus vraiment de magie. Et voici mon cadeau. Là, Méo, il dit merci, c'est un gars poli, mais je comprends pas. Ah, c'est simple. C'est simple, mon Méo. Il dit, il faut que tu comprennes, là, que 50% de la consommation, 50% des Américains, le papier de toilette, l'approvisionnement vient du Canada. Là, Méo, il dit, ouh! Mettre une taxe sur le papier de toilette, ça ferait quiller royalement nos voisins du Sud. Là, le Génie le regarde avec un petit sourire, il dit, écoute, là, il faut être quand même politiquement correct. Ça serait bien mieux de dire, ça serait le retour du karma. Merci. Là, avant la grande finale, là, on était supposé être 8 compteurs. Fait, comme je vous ai dit au début, il y a quelqu'un qui s'est désinsisté. Mais on a une surprise. Êtes-vous capable d'en prendre un autre? Oui. Là, j'aimerais Laurent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Laurent. C'est Laurent Claude. Laurent, il était très actif pendant un certain moment. Puis là, je pense qu'il a été victime de perte de famille. Là. Ça prend bien de l'énergie. Puis à ce soir, il nous a fait une visite. Puis là, j'ai dit, vu qu'il y a quelqu'un qui s'est décommandé, ben j'ai dit, dans le cercle des compteurs, souvent, on demande à quelqu'un s'il voudrait s'asseyer. Mais là, on est un pro, là. Fait que ça me fait plaisir de vous produire. Puis pour TVC22, c'est Laurent de l'autre. Là, quand tu vas vouloir mettre les noms pour les compteurs, c'est le dernier. On t'a gardé comme Sunday, vu que tu nous as surpris à soir. Ça fait plaisir. Laurent? Merci. Bonsoir. C'est une surprise pour moi aussi. J'avais pas prévu de venir. Et puis là, j'ai vu dans mes courriels
Et puis je revenais de la ville, puis j'ai dit, il faut, ça fait tellement plaisir de revoir des visages que j'ai pas vus depuis si longtemps, c'est des beaux souvenirs. Fait que j'ai dit, mais si je viens, au cas où, on ne sait jamais, je peux pas arriver ici, c'est comme un pote là, que je peux pas arriver ici sans amener une histoire. Je vous ai amené une petite affaire, une petite affaire. C'est juste, avant de commencer, attendez, il faut que je me mouche le nez, là, parce que ça paraît pas bien à la télé, là, mais j'ai pas le choix. Désolé. C'est que... Non, mais moi, c'est parce que à ce temps-ci de l'année, là, tu sais, gel, dégel, m'a tout vous expliquer ça. Moi, ça me fait couler du nez. Puis c'est pas arrêtable, c'est dur à contrôler. C'est parce que moi, j'ai un frère, un grand frère, mais entre lui et moi, il y a 8 ans de différence. OK? Puis il faut comprendre que c'est quand il est né, mes parents ils avaient toujours voulu avoir une grande famille. Ils s'étaient acheté une grande table, puis ils pensaient qu'ils allaient la remplir au fil des années. Mais après mon frère, ils se sont fait dire qu'ils ne pourraient plus jamais avoir d'enfants. Fait qu'ils étaient bien tristes, hein? On peut imaginer ça, puis il espérait qu'un jour ça change. Puis mon père, qui était un gars de bois, mon père, c'est aller dans le bois, c'est ça qu'il ressent, qu'il recalibre. Et puis un jour, en marchant dans le bois, il a trouvé une bout de branche qui traînait, puis il trouvait que ça avait l'air d'un petit garçon. Tu sais, ça avait comme des fois, tu trouves comme des bois de grève qui appellent, là, c'est du bois qui ressemble à des affaires. Il trouvait que celui-là, ça avait l'air d'un petit garçon. Fait qu'il l'a amené chez lui, puis il l'a nettoyé, puis il l'a placé, puis il trouvait que ça faisait beau, tu sais. Et puis les années ont passé comme ça, puis mon père, des fois, quand il regardait sa grande table qui était encore si vide, il s'allait voir son petit garçon en bois, puis tu sais, il gossait, il peinturait, il faisait des affaires, tu sais, il s'en occupait. Puis il a fait ça longtemps. Puis un jour, au bout de 8 ans, quand il dormait, il y a une fée qui est apparue, puis qui a donné vie au petit bout de bois que mon père avait gossé. Puis ça, c'est moi. Fait que moi, je suis né comme ça. J'ai commencé, j'étais en bois quand j'étais petit, moi. Puis, écoute, ça a fait de la joie dans la famille. Mes parents étaient contents, ça allait super bien. Ils étaient tellement heureux. Tu sais, j'ai eu une place à la table à côté de mon frère. Hey, pouvez-vous demander à mon frère si je ne l'ai pas fait broyer? Oh, j'étais tellement pas du monde, là. Vous lui demanderez. J'avais 2 ans, ça c'est vrai. Lui, il en avait 10. Puis dans ce temps-là, on construisait à Clarence. J'ai grandi à Clarence Creek, là. Puis on vivait encore à Orléans. Mais soir et matin, on voyageait entre Orléans et Clarence Creek, où ce qu'on bâtissait. Puis là, on passait toujours sur le chemin de Naven. Dans ce temps-là, là, il y avait 2 grosses cabanes. Il n'en reste rien qu'une à cette heure. Il y en a une qui a été remplacée par une autre grosse cabane en bois. Puis il reste la blanche avec la tour. Si vous passerez là, c'est pas loin de comme l'intersection de Mer Bleue puis du chemin Naven. Puis là, mes parents m'avaient appris la chanson « J'ai un beau château, ma tante lire, j'ai un beau château, ma tante lire l'eau. » Je chantais ça tout le long de la voie du char, ma tante lire, sans arrêter. On était dans un petit char tassé. C'est ce qu'on avait dans le temps. Dans ce temps-là, tous les chars, on était tout le temps tassés dedans. Puis, dans « J'ai un beau château », là, c'est « Ah, comme il est beau, ma tante lire, ah, comme il est beau, ma tante lire l'eau. » Puis là, « Nous le détruirons, ma tante lire, nous le détruirons, ma tante lire l'eau. » Puis après ça, c'est en ôtant une pierre. « Quelle pierre ôterez-vous? » Mais mon frère s'appelle Normand, c'était toujours la pierre de Normand que je faisais en la regardant de même. Ma tante lire, la pierre de Normand. Ma tante lire l'eau. Tellement que si jamais un jour vous voyez mon frère Normand, puis vous y chantez ça, il va revirer de bord. J'étais pas du monde. C'était un casse-tête pour mes parents. Coudon. Mais le pire, là, c'est que je disais pas toujours la vérité.
j'avais un petit côté menteur, là. C'était facile. Ah, c'est effrayant! C'est effrayant! C'est comme mes parents me disent, toi, là, c'est facile à savoir quand tu mets, c'est quand tes lèvres, ils bougent. Tellement qu'un soir, la fée est venue me jeter un sort. Puis là, c'était rendu qu'à chaque fois que je mentais, le nez allongeait. Ah oui! Mais tu regarde, il en reste encore un peu, anyway. Ben ça fait réfléchir vite là, quand il y a une conséquence de même. Là. À un moment donné, là, tout le monde le sait tout de suite. Ça fait que je me suis adouci avec le temps, puis je suis devenu un bon petit garçon de bois. Puis pour me récompenser, la fée est venue me voir une dernière fois. Puis cette fois-là, elle m'a transformé en vrai petit garçon. Puis c'est comme ça que je suis devenu maintenant comme je suis aujourd'hui. Mais ça finit pas là. Pour me rappeler mes origines, la fée, elle m'a gardé un petit bout d'érable dans le nez. Puis c'est pour ça qu'au printemps, gèle, dégèle, ça coule, il faut toujours que je me mouche. Hein? Ça a toujours été le même. Au printemps, moi, j'étais le petit morveux, tu sais. Fait que là, ma mère, elle me donnait toujours un stage de Kleenex, sans c'était pas une boîte, tu sais. J'en avais plein les manches, tu sais, je serrais ça comme ma grand-mère, là. J'étais toute boursouflée de Kleenex tellement que je me mouchais. Puis une fois, quand j'étais petit, ben, tu sais, je n'ai manqué de Kleenex. J'avais oublié de les amener, j'en avais pas amené. J'étais dehors. Puis ça coulait cette année-là, ça coulait. Fait que tu sais, là, qu'est-ce que tu fais quand tu es un petit gars? Tu n'as plus de Kleenex, tu as la morve au nez, puis tu ne veux pas rentrer. Bien, tu commences à trouver des alternatives. Hein, quand le monde ne regarde pas, toutes les affaires sont bonnes. Mais là, quand tout est tout mouillé, tout plein, qu'est-ce que tu fais? On commence, là. Hey, j'étais quasiment rendu à être capable de faire comme le monsieur du record Guinness là, qui se met le nez dans la bouche. Là, c'est là que, par exemple, j'ai réalisé que je devais avoir 6-7 ans. Là. Une fois là, que je l'avais fait pas mal. Là. Puis là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'au début, tu es gêné. Tu as du minimum, tu essaies de ne pas te faire voir. Mais à la fin, là, tu te promènes de même fièrement. Là. Puis là, c'est que je l'accumulais. J'étais curieux. Je l'accumulais dans la bouche. Là. Au lieu de juste y aller au fur et à mesure, j'en accumulais une bonne gorgée. Puis c'est là que je m'y ai rendu compte que ça, là, c'était pas de la guédille ordinaire. C'était de la sève d'érable. Fait que là, à chaque printemps, là, j'aimais ça. T'sais, moi, là, j'allais prendre des longues marches dans le bois là, pour que personne ne me voie. Là, puis là, j'y allais de même. Là. J'ai fait ça vers jusqu'à 12-13 ans. Vers 14-15, mettons. À 15 ans, c'est que j'ai été rebelle un peu. Puis je m'ai fait faire un piercing dans le nez. Je voulais me faire un beau piercing dans le nez. Je me trouvais bien rebelle comme ça. Le problème, c'est que ça coulait bien plus de même. Là, c'était plus arrêtable. Puis là, c'est que j'ai eu à m'amener une idée. J'ai vu, j'étais comme dans une espèce de fête optimiste, là. Puis j'ai pogné un verre en plastique, là, les petits verres en plastique. J'ai mis ça après le piercing. Puis là, j'ai commencé à le collecter de même. Puis, écoute, c'est comme ça, puis c'est rendu une tradition. Puis, comme je vous dis, c'est la première fois que j'ai fait mon propre sirop. Merci beaucoup. Merci de ta visite, Laurent Delaude. C'était sucré, ton histoire. Fait que toute bonne chose arrive à sa fin. J'aimerais encore remercier Café Joyeux de nous avoir accueillis, le Centre francophone folklore, TVC 22, les donateurs anonymes. J'aimerais remercier mes compteurs, nos spectateurs aussi. Saluer les gens en ligne. Gatineau. Salut, princesse. Ça, c'est la chatte à ma blonde. Puis les gens de Sudbury. Puis ailleurs, s'il y en a. Fait que, je vais vous laisser, c'est un scoop.
il est possible qu'en octobre, on fasse quelque chose d'assez gros. Là, on est en pourparlers avec le Centre francophone ontarien de folklore. Et c'est les autres qui nous ont approchés. Moi et Claude, on va se réunir pour regarder ça. Puis, le Centre francophone, il serait prêt à nous envoyer des artistes internationaux d'Europe qui passeraient par ici avant de se rendre au Festival Les Vieux-Mont-Comté. Mais là, comme vous savez, on n'est pas fortuné, mais on va regarder ce qu'on peut faire. Fait que, comme j'ai dit, je laisse le chapeau sur le coin, je ne fais pas le tour du monde. Ceux qui veulent en déposer, on vous remercie d'avance. C'est comme ça qu'on essaie de se renflouer. Et à la prochaine, j'espère que ça vous a plu.